Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous allons tenter de nous mettre d'accord aujourd'hui sur l'actualité avec Éric Revel. Bonjour Éric. Eh bien, chère Valérie, mesdames, messieurs, bonjour. Journaliste, éditorialiste sur Sud Radio, tout compte fait, 7h20, le grand matin Sud Radio. Thomas Elexhauser, délégué national Les Centristes, bonjour à vous. Bonjour, bonne année. Bonne année à vous, conseiller départemental de l'Eure. Sophie de Menton. Ah, il y a encore des centristes alors. Ouais. Toujours bien présent. Toujours bien Moi, je présent. ne souhaite plus bonne année, ça porte malheur. C'est vrai. Ah bon. Mais vous étiez déjà là, donc Oui. la semaine dernière. Oui, justement. Chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, et Nicolas Corato, qui ne devrait pas tarder à arriver, président fondateur du think tank Place de la République. Jour J pour la réforme des retraites. LR impose-t-il sa loi ? On va se poser la question, puis on va revenir sur un certain nombre de mesures qui vont vraisemblablement être adoptées avec un âge à 64 ans. Et puis il y a ce point aussi intéressant des 1200 € de retraite pour tous. On y revient. On va parler de la chasse, le plan de chasse. Alors moi j'ai bien aimé hier sur les chaînes d'infos, chasser alcoolisé interdit. C'est un côté un peu Groland qui m'a fait sourire, même si ce n'est pas drôle. Quand les Marseillais font la police eux-mêmes, vous avez peut-être entendu le reportage ce matin dans la matinale sur ces citoyens qui font la police contre les dealers qui s'installent dans leur cité. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va commencer avec Sophie. Tiens, c'est d'actualité. Oui. Les soldes commencent demain. Actualité qui commence demain. J'en ai par-dessus la tête, et les chefs d'entreprise surtout, de l'État touche à tout. L'État touche à tout. La dernière, c'est on va étudier la possibilité, et là ce qui existe vraiment, d'interdire les promotions en supermarché pour la nourriture, pour tout ce qui est tous les produits quels qu'ils soient. Interdire les promos. Alors on interdit les promos à des citoyens dont on sait que le pouvoir d'achat souffre. En même temps on donne des chèques dont on ne sait pas très bien d'où vient l'argent, et on interdit ces promos. Pourquoi ? Alors c'est encore un système alambiqué, invraisemblable, parce que les centrales d'achat se mettent d'accord entre elles et achètent à un certain prix. Comme on avait interdit et limité la vente soi-disant à perte, ils ont été faire des centrales d'achat, évidemment à l'étranger, puisqu'on est mondialisé. Donc on est en train d'essayer d'interdire les centrales d'achat européennes, ce qui a déjà été retoqué, ce qui est interdit. Je veux dire qu'on arrête de limité, hein, c'est pas interdire les promos. Ne faites pas peur à nos auditeurs. Pour l'instant, c'est interdire les promos de produits pour le prix d'un. Il y a énormément. Les promos vont être interdites. Alors, non, on fera des prix plus bas peut-être. Il y aura peut-être un moyen de détourner. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que on a une telle complexité que c'est un mi-cadeau. Donc, vous touchez un petit bâton, il y a tout qui s'effondre. Et il n'y a pas de jour où l'État n'intervient pas. Il y a un interventionnisme qui est néfaste, parce qu'il commence à dire on interdit parce que c'est pas normal, et en même temps c'est schizophrène. Oui. Alors c'est une proposition de loi qui a été faite par un député Renaissance qui veut sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation. Donc je sais pas très bien en quoi. Mais personne ne comprend. Éric, vous avez suivi ça Non, mais c'est une proposition de loi, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc c'est pas encore. C'est demain. Oui. On n'y est pas encore. Je vous donne le résultat du vote. Ça angoisse les chefs d'entreprise, c'est insupportable. Sur l'état d'esprit et sur l'idée, je suis d'accord avec vous. Bon, maintenant ça passera pas. Bon, ben alors on est dans un pays où on se dit ça passera pas. C'est ce qui peut arriver de mieux, c'est quand ça passera pas. Oui. Mais bon, il faut voir dans le détail. Mais c'est vrai que c'est vrai que la loi Egalim visiblement n'a pas. Vous avez raison Valérie, c'est la limitation des grosses promotions. Qu'est-ce qu'une grosse promotion ? C'est ça, c'est 50% sur un produit. Mais la loi Egalim, j'ai croisé des producteurs qui expliquent que ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas. Quand on voit que parfois, et encore une fois, c'est une auditrice qui m'a alerté, qu'en supermarché c'est plus cher parfois que chez les petits commerçants, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et puis il y a un problème aussi, c'est que tout n'est pas équivalent. Et par exemple, les agriculteurs, il est évident que les grandes surfaces les étranglent très souvent. Alors c'est vrai que c'est un peu la loi du marché, hélas, qui est pas régulière, mais que l'État arrête d'intervenir sans arrêt. Oui, mais c'est un peu leur rôle aussi. Non, c'est pas leur rôle. Ça dépend sur quoi. En même temps, Sophie de Menton, quand l'État intervient et met en place
amortisseurs sociaux en faisant des chèques, ça permet aux consommateurs de consommer et donc aux entreprises de vendre leurs produits. C'est pas faux, quand on leur donne de l'argent, ils le dépensent. Bah oui. Et l'argent, on le reprend. Surtout les gens qui en ont moins. On le reprend à qui, quand on leur donne, ils épargnent pas, en fait, ils consomment. Absolument. Bah oui. Et où est-ce qu'on prend l'argent pour leur donner des chèques? Ah bah c'est le contribuable qui paye après. Bah, ça nous emmène sur votre Alors, coup de gueule, Eric. Il y a la Cour des comptes. Bon, la Cour des comptes travaille et le politique lit et passe à autre chose. Il y a ce rapport de 130 pages qui va être présenté tout à l'heure au Sénat et à l'Assemblée nationale concernant, chers amis, le nouveau dérapage du coût des Jeux Olympiques. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, au mois de décembre, le COJOP, le comité d'organisation, a annoncé 400 millions d'euros supplémentaires de déplacement. Donc, on est à 4 milliards, quasiment, auquel il faut ajouter d'ailleurs ce qu'on appelle la politique de hors travaux JO. Il y en a encore pour 3 milliards. Je pense que ces JO vont coûter environ 10 milliards, en fait, au bout du compte. Donc, la Cour des comptes dit, attention, là, vous avez atteint la cote d'alerte, vous ne cessez de déraper, les coûts deviennent pharaoniques. Et à mon avis, bon, on va voir ce que vont dire les sénateurs et les députés, mais à mon avis, ce rapport, comme beaucoup d'autres de la Cour des comptes, va servir à caler une chaise et alors, une table. je vais vous dire, il y a Rachida Dati qui est prête à le regarder. Alors, j'imagine. Ah bah forcément. Et Sophie de Menton, dans ces cas-là, qui va payer le dépassement du surcoût des Jeux Olympiques? Moi, le contribuable. Voilà, vous voyez, voilà, la boucle est bouclée. Mais c'est ce que quand vous avez prononcé rapport de la Cour des comptes, je me suis dit oui, ça va encore caler une table ou servir à attraper des pots de confiture. Enfin, il n'y a pas de conséquences. Mais l'appel d'offres qui a été lancé pour les transports, pour notamment des gens qui se déplacent, les journalistes et autres, pour l'instant, il n'a pas été pourvu. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'est pas chiffré. Non, personne n'a répondu. Personne n'a répondu. Oui, ils seront pas payés. Donc vous allez avoir 50 000 personnes, des journalistes, des officiels qui vont devoir se déplacer dans Paris. Pour l'instant, l'appel d'offres, personne n'y a répondu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment les transporter. Oui, j'ai vu que l'appel d'offres n'avait pas été réalisé, conduit à son terme en tout cas, mais ces Jeux Olympiques commencent à être inquiétants. Inquiétants sur la sécurité. Sur la sécurité aussi, c'est ce que pointe la Cour des comptes. Il y a les transports et il y a la sécurité. Tout l'été des JO, tous les festivals et beaucoup d'événements en France devront être annulés, beaucoup de protection de nos plages, etc. Stations balnéaires vont être annulées. Et il y a cette espèce de folie démentielle, certes donnée à quelqu'un de talent qui est Thomas Joly, d'organiser la cérémonie d'ouverture sur la Seine, mais qui pour moi est une folie absolue en termes de sécurité, de terrorisme, en termes de coûts aussi, parce que comment sécuriser une artère aussi impressionnante, bien que magnifique, qu'est la Seine. Et je trouve que qui décide? Je voudrais savoir qui décide. Est-ce qu'il n'y a pas un chef qui dit écoutez, on dérape, c'est niette? Alors, a priori, c'est Hidalgo. Non, c'est le comité olympique, non? C'est le comité olympique. L'Élysée donne son avis sur beaucoup de choses aussi, j'imagine. Et je pense que rien n'est trop beau pour faire des Jeux Olympiques. C'est très inquiétant parce qu'on peut aller très loin comme ça. Il n'y a personne qui peut arrêter cette folie. Je sais pas. En tout cas, il y a des vraies inquiétudes sur la sécurité où on sait qu'on n'aura pas le nombre suffisant d'agents de sécurité qui seront là pour assurer la sécurité. Alors, je voyais qu'il y avait seulement 11 des 80 conventions d'utilisation qui ont été signés sur les contrats d'équipement. Enfin, c'est un naufrage. C'est un naufrage à sur la Seine. C'est un an et demi. Dans un an et demi, les transports en commun ne sont pas adaptés non plus pour gérer ce trafic-là. Les Parisiens vont quitter Paris, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, mais il y aura d'autres qui vont arriver. Thomas Elexhauser, votre coup de gueule. Un coup de gueule de rentrée, c'est un peu une rentrée littéraire, c'est à propos de Roselyne Bachelot. Je ne sais plus où la placer, Madame Roselyne Bachelot. Donc, elle a sorti un nouveau livre qui s'appelle 682 jours, le bal des hypocrites, où elle revient sur son passage au ministère de la Culture, où elle fait part un petit peu d'un sentiment d'avoir été la mal-aimée des artistes. Elle s'en prend à Benjamin Biolay, Clara Luacchini, etc. Avant cela, on avait eu Bien dans son âge, on avait eu À feu et à sang, on avait eu La petite fille de la 5e République, et on nous annonce désormais bientôt en librairie Ma vie en rose. Et c'est vrai que je commence à être un peu agacé de cette attitude d'une personnalité à qui nous devons du respect, qui a été députée européenne, députée française, ministre de Raffarin, ministre de Chirac, ministre de Sarkozy, ministre d'Emmanuel Macron et de Jean Castex, et qui passe d'un statut de starlette de la télé sur C8, sur les grandes gueules, sur BFM TV où elle critique, elle commente l'action politique du gouvernement dans lequel elle aurait aimé rester, tout en faisant la promotion de ses bouquins.
et tout en essayant d'être dans une espèce de jeu entre politique, people, science-fiction, écrivain à succès. Et voilà, j'avais envie de pousser un coup de gueule parce que je pense qu'à un moment donné, il faut garder un peu de sérieux. Je partage à 200%. Il se trouve que je la connais, j'étais à l'antenne avec elle. Donc parlez bien dans le micro, Sophie. Je la connais, j'étais à l'antenne avec elle et j'ai lu son livre. Et les bras m'en tombent. C'est une espèce de... Tout ce que vous avez dit, un mélange de tout ça. Elle explique qu'elle adore la musique classique et que c'est pour ça qu'elle devait être ministre de la Culture. Et c'est très grave. Alors, ce qui est très grave aussi, c'est qu'en fait, elle a été choisie pour ça tout le temps. Parce qu'elle était pharmacienne, parce que il faut des gens médiatiques, un peu populaires. Et ce qui est effondrant, c'est que les ministres, par exemple, il y en a qu'on connaît pas et que je connais qui travaillent vraiment bien, qui sont efficaces. Mais tout le monde les critique parce qu'on les connaît pas. Et quand on les connaît, alors ils ne font plus que ça. Ils se montrent dans les médias, ils font des déclarations, etc. Donc on a un système qui va pas du tout. Mais c'est à nous qu'il faut s'en prendre parce que cette médiatisation permanente, cette course au scoop à la petite phrase, fait que ça devient infernal. Les gens ne travaillent plus et qu'on est axé sur ce genre de choses. Ouais, bon, on va marquer une pause et c'est comme Harry, on se retrouve dans Roselyne un Bachelot, instant. elle a fait un bouquin comme Harry. On y revient dans un instant. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h, tentons de nous mettre d'accord. Un mot sur Roselyne Bachelot et son livre. Moi, ce que j'ai trouvé assez détestable, c'est quand il y a eu tout ce buzz autour justement de Brigitte Macron, où elle a raconté qu'elle avait vu Brigitte Macron au moment de l'incendie de Notre-Dame, quand il s'est agi de reconstruire la flèche, et que Brigitte Macron lui avait présenté une sorte de phallus avec 2 boules, laissant croire que c'est ce que voulait... Ça ressemblait à quoi? Je vois pas. J'ai dit phallus, c'est clair. Et donc, elle laisse entendre que c'était le choix de Brigitte Macron, etc. Et qu'elle a empêché ça. Or, n'importe quoi. Comme il y a eu certainement un peu de remue derrière, elle a dit mais non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Ça faisait partie des projets qui avaient été reçus. Mais cette espèce de perfidie, j'ai trouvé mais ça. C'est la recherche du buzz. Mais voilà, c'est ce que je dis. C'est un livre qui a été écrit pour chercher le buzz. Non mais. D'ailleurs, je l'ai acheté, c'est tout dire. Je l'ai acheté parce que je voulais savoir, je savais que vous alliez en parler. Mais non. Non, moi je vais faire mon populiste de base. Alors il y a les populistes de gauche et les populistes de droite, donc tout va bien. C'est que, pardonnez-moi, mais comment est-ce que vous voulez que on ait envie de croire dans ce que les politiques racontent, cracher dans la soupe de cette manière? Attendez, elle a fait 682 jours, ou peut-être qu'elle a pensé tous les jours à écrire son livre, et là elle est d'une méchanceté, d'une férocité, avec des gens qui l'ont fait reine, sans qu'elle ait la fève, parce qu'elle a jamais eu la fève, Roselyne Bachelot. Moi je trouve ça dégueulasse. Attendez, quel que soit le bord politique, vous avez été ministre de la République, vous n'allez pas commencer à régler vos comptes 10 jours après, enfin c'est ridicule. Et puis moi j'ai vraiment lu le livre et je peux vous dire que c'est vraiment très mauvais. Donc vous êtes fait avoir, demandez un remboursement, envoyez-lui une lettre. Il s'appelle Ma vie en rose, il est annoncé chez Albin Michel. Donc ça sera un nouveau succès de librairie qui permettra à Roselyne Bachelot de défendre ses talents d'écrivain. Voilà, je voulais dire un mot du procès du Mediator, procès en appel. Ce week-end dans le JDD, il y avait une tribune qui demandait à ce qu'on retire à titre posthume la Légion d'honneur de Jacques Servier. Et puis signaler tout de même, parce que tout le monde a parlé des Légions d'honneur qui ont été remises aux copains d'Emmanuel Macron, mais il y a eu une dame, Madeleine Dubois, ancienne conseillère de Jacques Servier, promue au grade d'officier, la lobbyiste qui avait quand même obtenu la modification d'un compte-rendu de commission d'autorisation de mise sur le marché pour le Mediator. Donc, elle a eu la Légion d'honneur et retirée, Jacques, vous levez... À titre posthume, je suis pas d'accord. Ça n'a jamais été fait. Je veux dire, faut pas exagérer, il a fait un boulot extraordinaire. Faut pas exagérer quoi? Il a tué des milliers de gens. Ne vous énervez pas. Il est mort. Il est mort. Alors, à titre posthume, c'est beaucoup dire. Maintenant, cette histoire a été très compliquée. C'est vrai que ça a été un scandale médical. C'est vrai qu'il faut sévir. Commençons par enlever la Légion d'honneur des vivants. Ça ira beaucoup mieux. Oui, certes, je suis d'accord avec vous. Et ce matin, je vous conseille de réécouter Guy Carlier, qui a d'ailleurs traité de ce sujet. Un mot, Nicolas Corato, là-dessus. Mais cette Légion d'honneur... un beau groupe Servier, quand même. C'est pas tous les... mais quand on a une tâche comme le Mediator, et si vous lisez le livre d'Anne Jouan, La santé en bande organisée, je peux vous dire que c'est pas joli. Très peur. Non, mais l'affaire Servier, elle est scandaleuse. Je pense que c'est
J'espère qu'on a développé de nouvelles pratiques dans le monde pharmaceutique et de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui. Sur les légions d'honneur, il faudrait peut-être d'abord commencer par faire attention à qui on les donne. Et la dernière promotion va pas dans le bon sens. On est toujours sur l'idée de remercier des amis et non pas peut-être de valoriser des parcours professionnels au service de l'intérêt général. À titre posthume, ce n'est pas possible. Enfin, on ne peut pas retirer une légion d'honneur aujourd'hui à titre posthume. Ça pourrait être tout à fait une réforme. Non, mais c'est ce que disait Irène Frachon, et Éric Giacometti. C'est quand même à ce titre-là que Mussolini, Ceausescu, Kadhafi font toujours partie du tableau d'honneur de la République. Et elle dit il suffit de modifier cette disposition par décret. Il n'y a pas besoin d'un vote au Parlement. On a autre chose à faire. Non, mais sur le fond, quand même. En termes de morale. Non, mais sur le fond, quand même, je vous rappelle qu'Emmanuel Macron avait expliqué qu'il serait beaucoup plus économe de ces légions d'honneur parce que, comme dit l'autre, il y a beaucoup de nécessiteux. Bon. Mais ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Et alors, sur le médicament, je voudrais quand même dire un truc. Bon, évidemment, c'est un scandale absolu, etc. Mais je regardais les relocalisations. Les relocalisations. Il se passe un truc intéressant, c'est que en réalité, ça a été mis sur la table. Il y a une bonne nouvelle parce que parfois il y a des bonnes nouvelles. Il faut en parler. C'est cette entreprise du groupe Séquence à Roussillon en Isère qui a investi 100 millions d'euros avec un tiers de subvention d'État. Et d'ici 2025, chers amis françaises et français, cette entreprise produira 15 000 tonnes de paracétamol, de Doliprane et Feralgan. Et ce sera, en fait, cette entreprise fournira la moitié du paracétamol partout en Europe. Et bien voilà une belle relocalisation qu'il faut saluer. Vous avez raison. Il y a des absolument. Et un tout petit mot sur la Légion d'honneur parce que en tant que dirigeant un mouvement patronal, je présente. Ah, vous dirigez un mouvement patronal, Sophie de Monton, je ne savais pas du tout. Ça s'appelle éthique. Oui. Et alors on présente dans les ministères, on a un chef d'entreprise et on a écrit une lettre en disant il mérite, etc. Et c'est un supermarché. Les ministères vous répondent non. Alors j'ai besoin de femmes, j'ai besoin d'eux, et ils vous donnent un profil de ce qu'ils veulent. Et donc ils ne regardent jamais. On peut montrer un type comme ça qui a un projet extraordinaire, ça ne les intéresse pas. Nicolas Corato. Oui, rapidement, je ne sais pas si c'est un coup de gueule, mais c'est une forme d'alerte. On parle beaucoup depuis des semaines, des mois du pouvoir d'achat des Français, à juste titre avec l'inflation. C'est un vrai sujet qui peut être dramatique dans certains foyers, derrière certains ménages et pour l'économie française. On parle moins de la situation de l'épargne et des épargnants. Il y a un voile pudique sur cette question-là. Or, vous savez bien que quand l'inflation est très forte, eh bien, l'épargne peut être en partie détruite. Aujourd'hui, on a une inflation à 5,6% et jusqu'à présent, on avait un livret A autour de 2%. Vous faites la différence, c'est ce que vous perdez, c'est la valeur que votre argent perd. Et ça, aujourd'hui, je suis assez étonné de voir que les pouvoirs publics parlent très très peu aux épargnants et très peu de l'épargne. Alors dites-nous ce qu'il faut faire. Alors, mon coup de gueule, c'est la communication du gouvernement qui nous annonce avec force lampion que le taux du livret A va passer à 3, voire 3,3%, ce qui est effectivement quasiment historique. Ça fait des années qu'on n'avait pas vu le livret A si fort. Mais 3,3%, on est très très loin des 5,6% de l'inflation. Autrement dit, quand vous placez votre argent sur un livret A, votre banque, elle, peut effectivement le refinancer cet argent, peut-être à des taux d'intérêt bien supérieurs à celui auquel vous le placez, mais vous, concrètement, vous perdez l'équivalent de 2% par an, de valeur de votre épargne. Et donc, il faut, moi je le dis depuis des mois, sur cette histoire du pouvoir d'achat, il y a deux problèmes en France. Il y a le pouvoir d'achat pour les classes moyennes et il y a la valeur de l'épargne. Et je pense que quand les Français vont faire le compte de ce que leur aura coûté cette période, si elle ne s'arrête pas, entre ce qu'ils auront perdu en termes de valeur d'épargne et ce qu'ils auront perdu en termes de pouvoir d'achat, effectivement... Ils n'ont pas perdu tant que l'argent est toujours là. Parce que ça peut remonter. Mais ils perdent sa valeur. Oui, bien sûr. Ils perdent sa valeur de manière. Enfin, je veux dire, non, mais vous avez raison. Mais attendez, deux choses sur le taux du livret A. Il faut quand même savoir que les règles sont clairement établies, qu'il y a 2 clauses de revoyure par an sur le taux du livret A en fonction du taux de l'inflation. Une en février, je crois, une au mois d'août ou de septembre, je ne sais plus. Et que graduellement, le taux du livret A ne peut pas remonter la pente de l'inflation. Ça, c'est sûr. Vous avez raison. Mais il est revu régulièrement à la hausse. Je vous rappelle que
depuis quelques années, c'était le contraire qui se passait. Le taux du livret A baissait régulièrement. Donc là, j'avais pas vu cette info s'il passe à 3 ou à 3,5. Vous avez raison. En termes de pouvoir d'achat, c'est une perte sur l'épargne, puisque si vous faites 5,6 moins 3,3, ben vous perdez tous les ans l'équivalent de un peu plus de 2%. Vous avez absolument raison. Mais le livret A continue d'atteindre des sommets. Sauf les des sommets d'épargne, de collecte. Sauf au mois d'octobre où traditionnellement il y a une décollecte. Donc ça veut dire quand même deux choses. Ça veut dire que les Français ont confiance dans ce placement populaire. Et deuxièmement, qu'aujourd'hui sur le marché, trouvez-moi un produit d'épargne qui rapporte plus de 3%, vous n'en trouverez pas. En bourse il y a de l'immobilier, il y a la bourse. Non, l'immobilier est en train de baisser. L'immobilier est en train de baisser. L'immobilier baisse, il y a la bourse. C'est réservé à une certaine partie de la population. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité aux Français sur la destruction de l'épargne. Mais concrètement, c'est pour les nuls en maths, tous ceux qui ne comprennent rien à l'économie. Vous avez 100 € sur votre livret d'épargne. En quoi vous perdez de la valeur sur vos 100 €? Si vous les sortez uniquement. Non, c'est ça. C'est très simple. Vous ne les sortez pas. Si vous avez une inflation à 5%, ça veut dire que les produits que vous allez acheter, ils vont valoir 5% de plus. Si vous avez un taux sur le livret A à 3%, les 100 € que vous aviez qui vous permettaient d'acheter avec la même inflation X choses, vous allez acheter beaucoup moins. Puisqu'en fait, vous perdez la différence entre 5% d'inflation mais on la perd pas définitivement. Alors, je suis d'accord. Mais il faut le dire aux gens, parce que dans 2 ans, si tout va bien, alors ça ira très bien. Mais n'empêche, ceux qui peuvent se permettre de faire des placements financiers plus à risque, parce qu'ils sont mieux conseillés, qu'ils ont mieux d'argent, gagnent plus d'argent que le taux du livret A à 3%. Et je pense qu'il y a un autre sujet dont on ne parle pas beaucoup, au-delà du livret A, c'est vos auditeurs et les citoyens qui ont placé leur argent dans les assurances vie en fonds en euros, qui sont aujourd'hui rémunérés à hauteur alors ça remonte un peu, à 1,5%. Vous imaginez la destruction d'épargne quand vous êtes à 1,5% par an et que l'inflation est à 5,6%, ça aussi on n'en parle pas. Et je pense que là-dessus, on fait beaucoup de communication politique sur le pouvoir d'achat, on en fait très peu sur l'épargne, alors que les Français épargnent beaucoup. Et puis, n'oubliez pas, et pour ceux qui peuvent épargner en ce moment, parce que tout le monde ne peut pas épargner non plus. Mais tout le monde peut aller en bourse. Peut-être la vérité, il faut peut-être aussi la consommer, cette épargne. Oui, mais il faut s'y connaître. Mais non, vous allez à votre banque, personne ne place en choisissant soi-même ses actions. Vous allez à votre banque, vous dites je veux pas de mon plan épargne logement, et vous demandez à votre banquier est-ce que je peux plutôt acheter des actions avec. C'est aussi risqué. Non, c'est beaucoup moins. Écoutez, je suis désolée, ça paraît d'ailleurs aberrant, et les gens s'en plaignent, surtout les gens de gauche d'ailleurs. La bourse va bien. Pourquoi est-ce que la bourse va pas si mal? Parce que ce sont les entreprises qui tiennent le pays, qui tiennent la croissance, qui tiennent tout. Et la bourse, c'est pas autre chose que d'investir son argent sur une entreprise. Mais après, je pense, Thomas Alexhauser. Je pense qu'il y a quand même un vrai sujet sur le conseil et les différences d'accès à l'information financière. Je pense que aujourd'hui, on a perdu un peu ce rapport à la banque, aux banquiers qui étaient là, et on a malgré tout des personnes qui sont plus ou moins informées sur ce qui est bon ou pas bon de faire de son argent. Il y a les personnes qui investissent dans l'immobilier, qui savent que faire une SCI peut être à un moment donné intéressant fiscalement, d'autres qui ne le savent pas. Et je pense qu'il y a quand même malgré tout une certaine injustice par rapport à l'argent entre les personnes qui ont accès à un certain niveau d'information et ceux qui n'en ont pas. Il y a ceux qui ont de l'argent et qui s'y connaissent, et ceux qui n'ont pas d'argent et qui s'y connaissent pas. Cela dit, je trouve que vous êtes sévère, parce qu'il y a des moyens d'information incroyables sur Internet, dans les journaux, dans les quotidiens. Mais les gens s'y risqueront pas, les gens se risqueront pas. Les gens sont pas idiots. Non, mais il n'y a pas une culture boursière, Sophie de Menton, en France, vous le savez bien. Quand même. Oui, mais c'est pas énorme. Vous avez raison, c'est une façon de financer les entreprises et c'est une façon de faire fructifier son épargne. Vous avez raison, mais il n'y a pas assez de culture en France. Je suis d'accord. Allez, pas assez en tout cas. 9h28, un auditeur me signale effectivement, pour revenir à la Légion d'honneur, qu'elle a été donnée par Monsieur Barrot, ministre d'Emmanuel Macron, par le fils de Jacques Barrot, et qui est aujourd'hui ministre d'Emmanuel Macron, et Madame. Vous parlez de Servier ? Oui, de Servier et de cette femme. Il ne savait pas non plus. Bien sûr qu'il sait aujourd'hui, Madeleine, qui l'a reçue, celle qui signait Mad. Elle savait, bien sûr. Pas Jacques Servier. Non, pas Jacques Servier. La lobbyiste. La lobbyiste, celui qui lui a donné la Légion d'honneur, puisqu'elle était proche de Barrot, savait très bien ce qu'il faisait. C'est intéressant, ça. Effectivement, voilà, faut réagir. Absolument. Allez, on se retrouve dans un instant. Réforme des retraites. À tout de suite.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h pour commenter l'actualité. Tout à l'heure dans l'émission Média, c'est Sophie Davant qui sera avec nous. Jour J pour la réforme des retraites, conférence de presse d'Elisabeth Borne en fin d'après-midi. Elle pourrait proposer un report de l'âge légal de départ à 64 ans au lieu des 62 ans actuels. On avait parlé de 65 ans. Il y a un certain nombre de mesures également qui vont être clarifiées. Thomas Elexhauser, comment les centristes vont voter quelle est la position des centristes? Moi, j'attends d'avoir la copie. Ouais. Parce qu'on parle de choses dont on ne sait pas encore quelle va être la véritable proposition du gouvernement. Donc déjà, j'attends la copie. 2, il est évident qu'avec un camp de la droite et du centre qui au présidentiel avait proposé l'allongement jusqu'à 65 ans, je vois pas comment aujourd'hui les leaders de ces mouvements-là pourraient dire ah ben non, on va pas vous soutenir, on va pas soutenir la réforme, parce que c'est la réforme des retraites, mais c'est aussi l'engagement de la réforme dans son ensemble. Aujourd'hui, la réforme des retraites, ça représente près de 14% de notre PIB. Donc on peut pas vouloir dire dans chaque élection qu'on veut porter une grande réforme de notre pays, et quand un texte ambitieux se présente, dire on le votera pas, ou on fera obstruction, ou ça n'est pas sérieux. Donc moi je pense qu'il faut soutenir cette réforme. J'attends malgré tout d'avoir quand même le texte qui a quand même été très très long à sortir. J'ai déjà pu le dire à cette antenne, ça fait 5 ans qu'il prépare un premier texte avec de Levoix, on n'a jamais rien vu. Donc là on va voir à 17h ce qui va être dit. Je pense qu'il y a le sujet de la pénibilité qui est quand même un sujet important qui est attendu, qui peut aussi équilibrer les attentes sociales autour de ce texte. Mais toute réforme est bonne à prendre, je pense, pour le pays. Alors vous avez d'autant plus raison qu'on est quand même complètement choqué que les Républicains qui exigeaient depuis des années fassent marche arrière, et c'est eux qui ont imposé le 64 ans au lieu de le 65. On rêve. Donc ils ne pensent absolument qu'à eux et à leur positionnement politique. Il n'y a que ça qui les intéresse dans la retraite. Ensuite de ça, il y a quelque chose de très inquiétant, c'est que on a pris cette réforme à l'envers. On est obstiné sur un âge, ça ne veut rien dire. C'est scandaleux l'âge légal. Je veux dire, effectivement, le môme qui était à 14 ans et qui va sortir. Alors il va y avoir des propositions dans ce sens-là, sur les carrières longues, sur la pénibilité, etc. Oui, comme vous l'avez dit. Donc on va avoir une usine à gaz inimaginable. Ensuite de ça, le MEDEF travaille sur la pénibilité depuis des années, et c'est horriblement compliqué parce que tout le monde aujourd'hui estime que c'est pénible. Je comprends. L'infirmière, la caissière, n'en parlons pas, le type avec le marteau-piqueur, les agriculteurs, voilà. Donc la pénibilité, c'est une notion ça va être encore une usine à gaz, parce que c'est très très difficile. Il y avait, ce qui était beaucoup plus simple, c'est de faire effectivement des trimestres, de partir quand on veut, etc. Ils ont ajouté à ça le fait que, attendez, c'est pas 64 ans maintenant. 64 ans, c'est en quelle année? Oui, c'est dans 2032. 2035, oui. 2035. Mais attendez, c'est le bout du monde. Alors, Eric. Alors, d'abord... il faut la faire ou pas, cette réforme? Ah bah oui. Bon, il y a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités. Oui. Il y avait d'autres solutions. Il y avait augmenter les cotisations. Oui. Le président public s'y opposait. Il y avait diminuer les pensions. Évidemment, tout futur retraité que nous sommes, nous n'avons pas envie que les pensions diminuent. Bon. Ils les augmentent. Mais je vais vous dire quand même, il y a une incohérence totale dans la présentation qui est faite. D'abord, vous avez quand même des ministres comme Bruno Le Maire qui expliquent que la réforme des retraites, c'est fait pour la réforme des retraites. Bon, très bien. Mais c'est fait aussi pour dégager des marges financières pour faire autre chose. Oui, ça, et je vous rappelle, puisque vous aviez soulevé le lièvre, ma chère Sophie de Menton, il y a quelques mois, que la façon dont l'État est en train de mettre la main sur le trésor de la GIRC-ARCO, des régimes complémentaires, montre bien que l'État cherche de l'argent partout, y compris en expliquant qu'il s'agit de sauver le régime par répartition. Mais pas que ça. Il ne s'agit pas que ça, puisque Bruno Le Maire dit qu'on dégage des marges financières pour assurer la transition écologique, etc. Bon, donc ça c'est la première confusion. Deuxième confusion, pardonnez-moi, si le gouvernement croit vraiment à ses prévisions de plein emploi en 2027, c'est-à-dire un taux de chômage structurel à 5%, ça veut dire que les cotisations retraite vont davantage rentrer puisqu'il y aura moins de chômage et plus de salariés. Ouais. Ce qui fait dire quand même au comité d'orientation des retraites qu'il y a un scénario 2030 qui dit que ça peut être à l'équilibre. Ça peut être à l'équilibre sans qu'on y touche. Donc il y a quand même, on peut quand même en discuter, même si Madame Borne va annoncer. Maintenant, pour que les gens se rendent bien compte de quoi on parle, dans les années 90, il fallait 140 trimestres, 37 ans et demi.
168 trimestres et bientôt 172 trimestres. Donc il faut quand même aussi, sur cette question-là, pour les gens qui ont commencé jeunes, qui ont des carrières extrêmement pénibles, voir ce que ça représente de passer de 140 trimestres dans les années 90 à 172 aujourd'hui. Quand même. Absolument. Quand même. Et pourtant, je suis de droite. Et ben moi, vous oubliez une chose, c'est la capitalisation, très importante. Alors, je suis de gauche, je suis d'accord avec le camarade Éric Revel. Pour une fois, appelez-moi compagnon. Voilà. Non, mais il y a deux sujets. Camarade, c'est mieux. Venons Nicolas, ça m'honore. Il y a deux sujets. Vous avez raison de dire qu'il y a un problème de sens. Pourquoi fait-on cette réforme ? Et la communication du gouvernement n'est absolument pas claire. Non. C'est-à-dire que si effectivement on fait cette réforme pour dégager des marges financières et des marges budgétaires pour le reste du budget de la France, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de cette réforme pour équilibrer le régime des retraites. Donc quand Bruno Le Maire nous dit ça, il nous dit d'une certaine manière que cette réforme-là n'est pas nécessaire à la survie du régime des retraites, elle est nécessaire à autre chose, et ça peut s'entendre. Mais à ce moment-là, il faut le dire clairement. Non mais Nicolas, il y a quand même une question de bon sens absolu. Ah non, mais attendez, je finis, parce qu'effectivement, le corps... Oui, mais si c'est pas indispensable, il n'y a pas de bon sens. Mais dans ce cas-là, rien n'est indispensable. Attendez. Surtout vu le contexte. Mais où va l'argent? Non, mais d'abord, effectivement, où ira le fruit de l'effort des Français qui vont travailler plus longtemps? Est-ce qu'il ira dans la poche des pensionnés des retraites et des régimes généraux et ensuite complémentaire des retraites, ou est-ce qu'il ira ailleurs? Et là-dessus, ils vous diront jamais la vérité. Et là-dessus, il y a une vraie question. Parce que si c'est pas ça, pourquoi est-ce qu'on fait cette réforme? Quelle est la raison pour laquelle on va faire cette réforme? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Et moi, j'ai pas de problème à ce qu'on les mette sur la table. Où on travaille mais il faut qu'on se mette d'accord et qu'on se dise les choses clairement. Si on fait cette réforme pour envoyer un signal à Bruxelles, ça peut se justifier. Mais il faut le dire. Et il faut poser le débat en ces termes. Mais on ne va pas pouvoir, pendant 3 mois, 4 mois de débat parlementaire et de débat social, y compris dans la rue, finalement être en tangage permanent au niveau du gouvernement sur le sens premier de cette réforme. Et ensuite, effectivement, il y a une deuxième problématique, c'est notre vision du marché du travail. Oui, effectivement, il va falloir cotiser 172 trimestres pour toucher sa retraite. Le sujet, c'est pas l'âge départ de l'égalité, c'est à combien vous partez, avec combien vous partez. Et aujourd'hui, pour partir à taux plein, dans la majeure partie des cas, il va falloir partir à 67 ans. Donc le sujet, je dirais que les Français sont des gens qui travaillent beaucoup parce que s'ils veulent une retraite à taux plein, ils sont obligés de partir aujourd'hui à 67 ans. Et c'est une réalité sociale. Si vous partez à 62 ans, vous n'avez quasiment rien comme retraite. Vous n'avez pas votre retraite. Donc effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ce débat? Qu'est-ce que c'est que ce débat complètement artificiel au niveau de l'âge de départ à la retraite? Sur le côté très artificiel. Je suis quand même assez peiné de voir que quelqu'un comme Laurent Berger, qui a prouvé dans le passé qu'il était un homme de dialogue et de réforme, soit aussi vilipendé, aussi humilié par le gouvernement. Et que finalement, quand vous voyez que Laurent Berger se range derrière la CGT et que la CFDT va entraîner et va s'entraîner dans le mouvement social avec la CFDT, c'est un échec patent pour le gouvernement. Il faut que le gouvernement dise clairement les choses aux Français. Pourquoi fait-on cette réforme? Et moi, je n'ai toujours pas compris. Bien sûr. Mais moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi il faisait. Attendez, un mot, puis après Thomas. Eric voulait juste ajouter 2 choses. D'abord, c'est la première fois depuis 12 ans que les syndicats se retrouvent de manière unie sur une réforme. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner dans la rue, mais enfin, c'est une première depuis 12 ans. Et puis, parce que la politique, ce sont des symboles, ma chère Valérie. Je vais quand même vous rappeler un petit truc. Alors, Madame Borne a répondu sur une radio de manière un peu difficilement. Oui, parce que c'est un vrai sujet, parce qu'on parle de politique et parfois de maladresse. Et comme la politique, c'est des symboles, vous savez que la première année, on verra ce qu'il en est tout à l'heure, mais la première année qui serait réformable, je la connais bien, c'est la mienne, c'est 1961. Alors quand j'ai entendu ça, je me suis dit, quand même, mince, zut, bon. Et je regarde dans le détail, et je m'aperçois que c'est la réforme entrera en application deuxième semestre. Pour ceux qui sont nés au second semestre 61. Je me dis, ah la vache, j'ai vraiment du bol. Je suis né au premier semestre. Et là, par hasard, je regarde sans mauvais esprit l'année de naissance de Madame Borne. Eh bien, elle est née au premier semestre. Non. Elle est née le 18 avril 1961. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Là, vous êtes trop. Oui, mais là, alors, elle a balayé ça d'un revers de main en disant que c'était ridicule. Évidemment qu'elle n'a pas fait cette réforme pour s'avantager elle, mais vous avouerez que c'est quand même maladroit. Alors, ben regardez. Oui, mais je vous crois, mais à ce moment-là, on peut les soupçonner de tout. L'utilité de cette réforme. Je voudrais redonner les chiffres sur l'utilité de cette réforme. Les retraites aujourd'hui coûtent très cher à notre pays dans une situation
situation qui dégage de l'inégalité, parce qu'il y a de toutes petites retraites. Aujourd'hui, le système actuel représente 14% de notre PIB. La moyenne des pays de l'OCDE, c'est autour de 8%. Est-ce qu'il n'y a pas là, malgré tout, un travail à faire de réforme en tant que je parle de la réforme en tant que telle, pour mieux gérer cet argent et le coût que ça représente pour la société? Mais qu'est-ce que vous voulez mieux gérer? Il faut que les gens vivent de leur retraite. Ouais. Et il faut que les gens vivent de leur travail. Ils ont augmenté, hein. La retraite va être augmentée. Mais dans les deux cas, c'est du moins-disant social. Je le dis aujourd'hui, pour partir à une retraite à trop plein, concrètement, dans la majorité des cas, vous êtes entre 65 et 67 ans. Donc pardon, les Français partent très, très âgés à la retraite. Et je rappelle que dans le monde ouvrier, l'espérance de vie, elle est dans la soixantaine. Donc il y a plein d'ouvriers. Vous en parlez des régimes spéciaux? Il y a plein d'ouvriers pour qui... Mais les régimes spéciaux, il y a une histoire derrière les régimes spéciaux qui est à prendre en compte aussi. Mais la majorité des Français, il y a beaucoup de Français qui ne profitent pas de la retraite, qui meurent avant d'avoir bénéficié réellement de cette retraite. Donc il faut aussi qu'on parle en termes sociétal de cette réforme. Comment vivent les gens? Moi, je ne suis pas, pardon, hein, vous savez, il y a 5 ou 6 ans, Madame Buzyn, sur des chaînes concurrentes, allait sur tous les plateaux en disant qu'elle était une ministre de la Santé très contente parce que les hôpitaux étaient très bien gérés et que les hôpitaux étaient rentables. Ben, on a vu ce que ça donnait des hôpitaux rentables. C'est des hôpitaux qui ne sont pas capables de faire face à leur service, à leur utilité sociale. La retraite, je suis désolé, on peut considérer que ça... Non, mais ils l'ont pris à l'envers, le sujet. Non, mais ça peut être déficitaire. Ça peut être déficitaire, un régime social, si on fait mieux vivre les gens. C'est important que les gens vivent bien aussi. On a oublié de dire quand même un point, c'est qu'ils ont décidé d'augmenter la retraite. Ça va être 80% du SMIC. 1200 euros. Pour le régime de base. Pour le régime de base. C'est déjà, ça, je pense que c'est important d'augmenter un petit peu la retraite. Une auditrice me dit, en région parisienne, ce qui rend tout travail pénible, ce sont les transports en commun. Quand on habite à 40-50 km, les transports sont devenus un calvaire. Faire 2-3 ans de plus dans ces conditions, c'est insupportable. Ce n'est pas le travail en lui-même, mais tout ce qui gravite autour. Marie-Jo, elle nous a écouté, elle dit 2 raisons: piquer l'argent de l'Argic Arco et plaire à Bruxelles. Alors une autre auditrice nous dit, très drôle d'entendre autant de mots durs, des chiffres qui ne sont jamais donnés en correspondance ou presque. Je ne sais pas quel chiffre, Valérie, dites-nous ce que vous voulez qu'on précise et qu'on donne, mais c'est vrai que hier, je vais vous dire, j'ai fait une prise de sang. L'infirmière me dit, on est en sous-effectif. On ne trouve plus d'infirmières. Elle me dit, moi, ça fait 36 ans que je travaille et sur ma fiche de paye, 1600 €. Et elle me dit, on bosse un samedi sur 2. Quand on veut recruter des infirmières, on dit non, moi je bosse pas le week-end. Alors j'ai dit, mais elles font quoi les infirmières? Eh ben elles se reconvertissent, elles posent des ongles, elles font autre chose. Mais c'est vrai que 1600 €. Et l'infirmière qui se déplace, c'est 3 € qui va faire la piqûre chez une vieille dame. Non. Et vous savez de quoi c'est autre chose, mais attends, c'est épouvantable. On vit pas avec ça non plus. Et vous savez de quoi elles vivent bien, ces infirmières libérales en ville, parce que les gens leur donnent un pourboire. Quand l'infirmière vient, quand ils voient le montant, les gens leur donnent plus. Non, mais que le gouvernement soit honnête sur quelle est la réelle intention et pourquoi le projet est posé. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent la vérité, si c'est pour piquer le pognon, comme dirait l'autre? Non, mais comme ce que disait Eric, si c'est pour en faire autre chose. On peut pas dire que cette réforme, elle tombe du chapeau, parce que malgré tout, ça fait des années et des années. Tout le monde a présenté ses ambitions sur une réforme éventuelle du régime des retraites. Le président Macron était à cette époque-là à 65 ans, la droite était à 65 ans, la France Insoumise a dit 60 avec 40 années d'annuité, le Parti Socialiste a dit 60 avec un peu plus d'années d'annuité, je crois, pour histoire d'être un peu plus raisonnable que leurs collègues d'extrême gauche. Et malgré tout, c'est quand même quelque chose qui a été abordé, évoqué. Alors après, est-ce que c'est pour dégager des marges de manœuvre financières pour financer autre chose ou pas? C'est un sujet. Est-ce que c'est pour valoriser les petites retraites, les retraites des agriculteurs, les retraites des femmes, etc. Voilà, mais je suis d'accord, ça a été un sujet. Je suis d'accord, ce sujet a été évoqué pendant la campagne. Quel est le résultat de cette campagne législative? Parce que vous parlez que des présidentielles. Aux législatives, finalement, vous avez une minorité pour la retraite. On va voir ce que ça va donner au Parlement. Mais votre projet aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il soit majoritaire à l'Assemblée nationale. Et donc effectivement, même si le Rassemblement national sur la retraite n'a pas la même position que la NUP, on peut considérer qu'il y a plein de Français qui ont voté contre aux législatives les projets de réforme de retraite tels qu'ils étaient présentés par certains partis. Allez, petite pause, 9h46 sur Sud Radio. Restez avec nous, à tout de suite.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Alors, il y a une question d'un auditeur qui me demande sur Twitter, Claude, quand est-ce que, moi je touche ma retraite actuellement, quand est-ce que je vais toucher 1200 € net, quand est-ce que je vais toucher 1200 € et quand? Parce que ça fait, on ne sait pas encore, effectivement, il faut que la réforme soit votée, mais Eric, vous disiez que les LR ont demandé à ce que ce soit... Alors, les LR, oui, enfin, Ciotti, dans le journal du dimanche, dit il faut 1200 € de retraite pour les futurs et pour ceux qui sont actuellement à la retraite. Ça, c'est la proposition des LR. Je ne sais pas ce que Mme Borne va retenir. Ce qui est sûr, c'est que après la discussion et le vote à l'Assemblée nationale en février, le président de la République souhaite que la réforme soit mise en place à l'été. Donc, si cette proposition de 1200 € est retenue, il y a ceux qui partiront à la retraite qui n'auraient pas de retraite inférieure à 1200 €. Et si la proposition de LR est retenue par le gouvernement, il y a ceux qui sont en retraite et qui, s'ils ne touchent pas aujourd'hui 1200 €, les toucheront. Voilà. Je ne sais pas si j'étais clair. Oui, moi j'ai compris. Mais ce matin sur France Info, ce sujet des 1200 € faisait un peu débat avec Mathilde Panot de la France Insoumise, parce que vraisemblablement cette proposition d'indexer les retraites sur 80% du SMIC date de 2003. Sur une précédente réforme, et sauf qu'aucun gouvernement n'avait diffusé le décret. Et donc les journalistes disaient à Panot, mais est-ce que vous voterez cette disposition de la réforme pour valoriser les plus petites retraites à 80% du SMIC? Elle a dit non, je ne les voterai pas. Les journalistes disaient, mais donc vous n'allez pas voter pour qu'on passe à 1200 € les plus petites retraites? Oui, mais vous voyez... Cette histoire des 1200 €, c'est un peu un gadget de communicants. Sauf pour ceux qui gagnent 800 € par mois. Je vais vous expliquer, c'est un artifice. Parce que la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas revalorisé chaque année toutes les pensions de retraite? Je rappelle que dans ce pays, depuis un quinquennat, il n'y a quasiment eu qu'une seule revalorisation et très très basse des pensions de retraite qui ont été gelées. Je rappelle que depuis M. Fillon, on est sur un principe de gel des pensions de retraite. Donc, pas les salaires du privé. La GIRCARCO a augmenté de 4% il y a quelques mois. Je ne parle pas des complémentaires. Mais on a beau jeu aujourd'hui de dire, voilà un grand cadeau qu'on va faire aux plus précaires avec 1200 €. Il suffisait chaque année de revaloriser les retraites pour que les pensions ne décrochent pas. Donc aujourd'hui, on nous dit, c'est un rattrapage. Mais pardon, qu'est-ce que ça vaudra 1200 € dans 10 ans? Oui, on verra. Pourquoi on ne revient pas à l'indexation des retraites sur l'inflation? C'était bien. Oui. Alors, attendons cet après-midi donc les annonces de la Première ministre. Quelques mots sur la réforme de la chasse, le plan de chasse. Donc pas de Sophie est concernée. Pas d'interdiction le dimanche et l'interdiction de chasser alcoolisé. Je sais plus, hier j'ai vu un reportage où on montrait effectivement à chaque fois qu'il y a un reportage sur la chasse, on voit les chasseurs, non pas complètement bourrés, mais en train de casser la croûte et de boire un coup avant. Donc moi la question que je me pose, c'est qui va contrôler, qui va aller. Alors bon, si vous blessez ou tuez quelqu'un. Alors d'abord il faut quand même dire que alors quand on chasse devant soi, c'est encore autre chose. Mais les chasses organisées, il y en a quand même un paquet en France. C'est la majorité. Ils sont responsables. Le type qui organise la chasse, les chasseurs sont responsables, ils font attention, etc. Cela dit, c'est vrai qu'il y a des accidents de chasse. On avait pensé interdire la chasse le dimanche, mais on se demande pourquoi. Pour que les gens se promènent. Oui, le samedi à ce moment-là aussi. Oui, mais plus le dimanche, c'était une demi-mesure. Et puis, si vous voulez, ça va avec l'ensemble des choses. C'est devenu horrible de tuer les animaux, ce que je comprends. Il y a Brigitte Bardot, je trouve qu'elle a tout à fait raison sur la souffrance animale. Et pourtant, la chasse est quelque chose qui est inhérent à toute notre histoire, aux chasses du gibier. Mais il n'y a pas la chasse, il y a les gens aussi qui importent des perdreaux des pays de l'Est, qui les mettent dans une cage et qui les lâchent au dernier moment devant les chasseurs. Je veux dire, il y a toutes les formes de chasse. La chasse, ça veut rien dire. Oui. On cherche en permanence des polémiques dans ce pays. Je trouve qu'on passe un temps sur cette histoire de chasse invraisemblable à débattre des propositions contre propositions, alcoolisées, pas alcoolisées. Je vois pas des chasseurs le dimanche matin à 7h, 8h être alcoolisés, à moins que ce soit encore peut-être de la veille. Mais bon, je trouve que tous ces sujets-là, pour moi, sont un peu stériles. Et ça me fait penser à la polémique d'hier, affreuse, sur le président de la Fédération de foot, où la France entière, les médias,
médias, les journalistes, les sportifs ont commenté l'action d'un monsieur. Bon, ce monsieur, il est président de fédération. Si le board de la fédération veut le sortir, ok. Mais de là à ce que la ministre des Sports en fasse un sujet d'unité nationale et où on brandit Zidane comme étant un outrage fait parce que bon, je trouve qu'on cherche sans arrêt la polémique de la polémique de la veille qu'on va redensifier, etc. Mais la chasse, c'est un état d'esprit national. C'est un petit peu autre chose. Mais peut-être on peut noter quand même la réponse du gouvernement sur ce sujet. Je veux dire, sur ce sujet, en plus, la chasse, je rejoins Sophie de Menton, mais pas pour les mêmes raisons. C'est aussi un droit révolutionnaire, donc qui a été acquis et qui c'est un acquis social finalement, la chasse pour un certain nombre de nos concitoyens. Après, il y a une question de partage de l'espace. Peu importe. On attendait du gouvernement une décision. Finalement, qu'est-ce qu'on a? On a encore une fois une application. Alors c'est une fois sur deux, on a un numéro vert. L'autre fois, on a une application. Là, on a une application qui permettra, j'imagine, aux chasseurs de l'heure, dont j'ai compris qu'ils n'étaient jamais alcoolisés, de se renseigner le dimanche matin à 7h, entre deux petits coups de blanc, sur l'application, avant d'aller s'égayer dans les bois. Enfin, tout ça est complètement ridicule. Sauf que, Nicolas, quand vous êtes dans les bois ou quand vous êtes dans l'heure ou ailleurs, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de wifi. Hein. Oui, non, l'application sur votre tout ça est complètement ridicule. Elle va pas marcher super bien, mais vous avez raison, il y aura un numéro vert à appeler parce que l'application ne marchera pas. Plus comme ça, je vous dis. Donc tout ça est ridicule. Non, mais c'était quand même le sujet chasse, c'était quand même l'annonce du ministère de l'écologie du gouvernement pour la rentrée 2023. C'est-à-dire qu'on a fait une campagne présidentielle, le président Macron, sur un vice-ministre à l'écologie, à la planification écologique, et la grande annonce de Béchu et toute la clique là des 5 qui sont au ministère de l'écologie, c'était le plan chasse France 2023. Mais on est où quand même? C'est Madame Couillard. Oui, c'est ce que j'allais vous demander si vous saviez son nom. Madame Couillard. Voilà, mais j'ai bien prononcé. Le ministre de l'écologie qui est totalement absent, qu'on n'entend jamais parler sur rien, on ne sait même pas qui il est ou ce qu'il fait de ses journées. La chasse, il faut arrêter, quoi. On dramatise toujours tout, on est toujours dans l'excès. C'est en effet un sujet d'équité sociale. Oui, qu'on n'est pas des lapins de protection de la nature. On n'est pas des lapins de 6 semaines ici autour de cette table. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On s'est quand même mis d'accord sur un certain nombre de sujets. Dans un instant, l'émission Média avec Sophie Davant pour Affaires conclues, le Prime. À tout de suite.